Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors, nous sommes arrivés au 69e CITREP, nous sommes le 16 décembre, et il faut reconnaître que les choses ne s'arrangent pas, même si sur le terrain le bilan est assez identique, relativement proche de celui de la semaine précédente. Ouais. Il y a quand même un événement qui a été particulièrement important dans le sens de l'aggravation de la situation. Avec le Canada, tu y reviendras juste après le bilan que je te laisse nous donner. Merci Tom. Donc, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 247 reprises, donc un petit peu moins que la semaine dernière, au cours desquelles 1336 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk, donc je rappelle artillerie, mortier, chars d'assaut, roquettes, etc. Donc ça fait un peu moins là aussi que la semaine passée. Il faut y rajouter les 24 violations du cessez-le-feu qui ont eu lieu durant les dernières 24 heures. Ces bombardements ont touché 23 localités de la République. Donc on reste sur un espèce de statu quo en termes de bombardement, pas d'aggravation, une très légère, une baisse, mais enfin c'est pas ultra significatif. Le bilan, lui, est quand même très mauvais, hein. Puisqu'on a eu 2 soldats de la RPD qui sont morts, 4 qui ont été blessés et 2 civils qui ont été blessés eux aussi. D'accord. Donc ça c'est pas top du tout. Les destructions sont à l'avenant avec 54 habitations endommagées lors des bombardements de la semaine écoulée, dont 36 à Dokuchaïevsk, 9 à Gorlovka, 5 à Kloudovski et 4 à Golmovski. Donc Dokuchaïevsk où j'ai été faire un reportage. Donc ils ont tiré à coups de BMP2, donc c'est de la munition de 30 mm. Ah oui. Ça transperce les murs comme du beurre. On a visité une maison. Le projectile avait traversé un mur, la chambre à coucher, passé à travers une porte et il a fini sa course dans le mur d'en face, à côté du canapé, quoi. Donc, heureusement que la personne qui habite là n'était pas dans le canapé à ce moment-là. Mais voilà, un petit peu genre de joyeuseté. Parce qu'elle n'aurait pas été touchée par l'obus, mais elle aurait été touchée par les éclats que l'obus avait emportés sur le chemin. L'obus n'a pas éclaté, il a atterri en entier dans le mur, donc on l'a récupéré, on a même pu le filmer. Mais bon, ça projette quand même, ça a projeté du plâtre, un peu de béton, etc. Hein. C'est quand même dangereux, quoi. Hein. C'est quand même dangereux. C'est comme le verre qui éclate lors des bombardements. Souvent, les gens qui sont blessés lors des bombardements des zones civiles sont souvent blessés par des éclats de verre. Donc ils ne sont pas touchés directement par l'obus, mais le souffle de l'explosion fait exploser les vitres et projette les bouts de verre. Ça devient comme des mini couteaux tranchants qui sont projetés à travers les... vitesse, à très grande vitesse, puisque l'explosion est violente. Et à très grande vitesse. Hein. Donc ça fait des gros dégâts, ça. Hein. Ça peut provoquer des blessures quand même assez sérieuses, surtout quand ça touche le visage. Donc, à mon avis, c'est pas parti pour s'arranger, vu que les services de renseignement de l'RPD ont détecté plusieurs pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien, dont 6 canons automoteurs AK 752 mm et 8 lance-roquettes multiples grades de 122 mm. Et l'OSCE, elle, a détecté l'absence de 233 pièces d'équipement ukrainien, des zones de stockage où elles devraient se trouver, donc à peine moins que la semaine passée. Donc la tendance est quand même sérieusement à la hausse malgré tout, parce que sérieusement, si le record n'a pas été battu cette fois-ci, parce qu'il a été battu la semaine dernière surtout, mais il l'a été pas en faisant dans la dentelle. Hein. Non. Donc là, dans les pièces d'équipement qui devraient se trouver dans les zones de stockage et qui n'y sont pas, se trouvent 12 canons automoteurs Acacia de 152 mm, 76 obusiers tractés MSTAB et Jetsin B de 152 mm aussi, 18 obusiers tractés D20 de 122 mm, 35 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 54 chars d'assaut T64 et T72 et 43 canons anti-chars Rapira de 100 mm. Voilà. C'est opération labourage hivernal. Ah bah là, c'est-à-dire que comme il fait froid, tu comprends, la terre est plus dure, donc... ça doit être ça.
Ça doit être ça. C'est pathétique. Donc la semaine passée, on avait averti d'un risque d'offensive prochaine. Il y avait pas mal de signes avant-coureurs. Oui. Donc il devait normalement avoir lieu à la fois vers le sud, donc face à Mariupol, et vers Gorlovka. Bon, heureusement, ces plans foireux ont échoué. Pas tant grâce à la préparation des troupes de l'RPD qui étaient sur les starting blocks que grâce au bordel qui règne dans l'armée ukrainienne, entre la corruption, le vol, l'alcoolisme, la prise de drogue et autres joyeusetés du même tonneau. En particulier la 28e brigade qui est en face de Dokuchaïevsk, il a été révélé que le plus grand manque d'armes et de munitions de toute l'histoire de l'opération antiterroriste, je mets entre guillemets. Oui. Si on accepte bien sûr les vols dans les entrepôts, donc tous les entrepôts qui ont brûlé cette année. Donc si on exclut ces vols-là, la 28e brigade, c'est celle où il y a la plus grande quantité de vols d'armes et de munitions de toute l'histoire de l'opération antiterroriste dans le Donbass. Ah ouais, bravo. Enfin, en même temps, tant que ça atterrit pas sur la tête des gens du Donbass, voilà. C'est un moindre mal. Voilà. Mon résultat, le quartier général a arrêté de les réapprovisionner. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils ont tiré au BMP2 sur Dokuchaïevsk, parce que c'est du 30 mm, c'est de la petite, entre guillemets, petite munition, si on compare à du mortier de 82 ou de l'artillerie de 122. Il semble qu'en plus, ils ne le savent pas encore, mais une enquête a été lancée sur tous ces vols. Mais résultat, le quartier général a un problème, il faut retirer cette unité du front. Normalement, c'est la 92e brigade qui devait les remplacer, mais elle a été quelque peu décapitée niveau commandant, parce que ces derniers ne partageaient pas le butin de leur vol de matériel militaire, donc ils se sont fait éjecter, n'est-ce pas ? Et le problème, c'est que sans cette diversion côté Dokuchaïevsk, les troupes ukrainiennes ne peuvent pas avancer en direction de Gorlovka. Parce que sans distraction, ça va pas être très très discret. Parce que par exemple, pour tenter de sortir de la poche de Gladosovo, donc un de ces deux villages là qu'ils ont occupés dans la zone grise, il faut qu'ils arrivent à prendre les hauteurs qui dominent le village et qui sont de notre côté. Et comme ils ont été assez cons, ils se sont installés au pied de ces trucs-là, ce qui explique d'ailleurs en grande partie leur perte phénoménale. Donc Gladosovo en gros est là et les hauteurs vers lesquelles vont ensuite Golmovski, etc. sont à peu près là. Oui. Donc là, sans distraction vers Dokuchaïevsk, c'est impossible pour eux de monter, quoi. Ouais, bah oui. Donc, en fait, ils ont été complètement stupides, ils se sont installés au pied d'une hauteur. Bravo les gars. Les stratèges américains dont on voit parce que c'est eux qui tirent les ficelles derrière, c'est évident. On voit leur capacité militaire, on s'étonne après des gars. On s'étonne que les mecs se fassent exterminer dans des chaudrons. Ils s'y mettent eux-mêmes comme des cons. C'est-à-dire que... D'ailleurs, cette poche de Gladosovo, ce chaudron de Gladosovo, c'est un mini chaudron, c'est pour ça qu'on dit une poche. D'ailleurs, le SBU appelle ça comme ça. De manière très, très rigolote. D'ailleurs, le SBU, il n'est pas du tout attristé de l'échec de cette offensive, parce que là, ils en retirent plein d'avantages quand même, de prouver que l'armée ukrainienne n'est pas foutue de gérer un minimum d'opérations stratégiques, de mettre au point, de planifier des opérations stratégiques. Le SBU a réussi à prouver aux dirigeants ukrainiens l'incapacité des commandants à gérer leurs subordonnés et à planifier des opérations un tant soit peu réussies. Donc, ce qui remet en question la justesse de la décision de réorganiser le quartier général de l'opération antiterroriste et de le placer sous l'autorité exclusive du ministère de la Défense et du président ukrainien, comme le prévoit la fameuse loi sur la réintégration du Donbass, qui devra normalement être votée la semaine prochaine. Ouh là 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 là. Alors, est-ce que c'est justement, il y a une corrélation directe avec la décision du Canada dont tu vas nous parler après ? C'est possible aussi. En tout cas, le SBU serait en train de préparer un très gros rapport, assez costaud sur l'état réel de l'armée ukrainienne à destination de Poroshenko. L'une des plus grosses parties de ce rapport est justement dédiée à la poche de Gladosovo, avec entre autres le total des pertes de cette opération désastreuse, et elles sont pas petites, donc accrochez-vous, du 22 novembre au 15 décembre, donc en gros en 3 semaines de temps.
Les pertes de la 54e brigade dans cette zone ont été de 23 tués et 14 blessés. Ouais, ça fait... ouais. Bon, d'abord, l'armée de la RPD n'a pas cru à de tels chiffres, parce qu'ils ont trouvé ça tellement énorme que là, ils se sont dit c'est pas possible. Mais ça a été confirmé par des rapports des volontaires ukrainiens, ainsi qu'un officier du service de presse du quartier général de l'opération antiterroriste, lors d'une interview avec des journalistes ukrainiens. Seuls 6 morts et 3 blessés sont dus aux tirs de réponse de la RPD quand les soldats ukrainiens se sont mis à tirer depuis Gladosovo sur Golmovski, Dolomitnoye et Zaïtsevo. Tout en respectant les accords de Minsk, la RPD a ouvert le feu en retour. Mais tout le reste, c'est dû aux tirs des snipers du SBU et des tirs amis de l'artillerie de la 128e brigade. D'accord. Eh ben, bravo. Ça fait du monde quand même. Hein. Ah, bravo. Ils sont beaux les gars quand même, il n'y a pas à dire. Après tu t'étonnes qu'ils n'arrivent pas à organiser une offensive. Bref. Donc nous parlions du Canada. C'est cher. Oui. Alors là, comment on peut appeler ça? Je cherche un terme diplomatiquement correct pour qualifier le Canada, qui vient de décider, donc qui a annoncé en tout cas officiellement le 13 décembre d'autoriser donc la vente d'armes létales à l'Ukraine de manière officielle. Voilà. Donc c'est pas les livraisons d'armes sous le manteau. Si tu peux me permettre une parenthèse, parce que souvent les gens ont du mal à percevoir la différence entre officieux et officiel. La livraison d'armes officieuse, c'est l'utilisation de circuits alternatifs qui permet de masquer en fait le donneur d'ordre originel. Donc voilà. C'est souvent le passage des armes par ce qu'on appelle des seigneurs de guerre, des Lord of Wars. J'utilise ce terme à dessein, parce qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, Lord of Wars, avec Nicolas Cage, qui explique très très bien ce qu'est le trafic d'armes et comment ces trafiquants d'armes sont souvent utilisés par des États pour contourner des embargos ou pour justement, comme tu disais, livrer des armes sans se mouiller. Livraison officielle, ça équivaut quand même à un soutien officiel d'un État envers un autre, c'est-à-dire... Et c'est très important parce que c'est une énorme différence, mais elle est absolument colossale. Parce que sur le plan diplomatique, un pays qui fournit des armes à travers un écran, c'est-à-dire après à travers une organisation... il peut toujours nier. Voilà, il peut toujours après nier sa responsabilité dans les morts, dans les massacres, etc. Voilà. Quand tu livres officiellement des armes, tu assumes la responsabilité qui va avec. C'est ça. Voilà. Dans le cas du Canada, ça revient en fait à donner à Kiev un blanc-seing, un chèque en blanc pour continuer son petit jeu de massacre dans le Donbass, puisque le Canada, sauf à ce qu'ils soient tous vraiment des débiles, me feront pas croire qu'ils croient une seule seconde à cette histoire d'invasion russe de l'Est de l'Ukraine. Oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis longtemps, les États-Unis, même s'ils livrent officieusement des armes à l'Ukraine, se sont toujours refusés des armes létales, officiellement, des armes létales, parce qu'ils avaient déjà délivré des radars de contre-batterie, des choses comme ça. Il y en a un qui a fini chez nous d'ailleurs. Si Washington s'y est toujours refusé, c'est qu'ils étaient bien conscients des conséquences que ça aurait. La Russie a fait de nombreuses mises en garde à ce sujet. Mais bon, c'est pas grave, si le maître peut pas se salir les mains, il suffit d'envoyer son valet. Mais de toute façon, c'est la ligne rouge qui est franchie, là. La ligne rouge qui a été définie par Moscou, De toute façon, Moscou a vivement réagi, je vais en parler après. Donc dans le rôle du valet, le Canada était un candidat parfait, puisque je rappelle qu'il y a une forte diaspora ukrainienne au Canada qui se retrouve jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il y a des ministres, des hauts officiels canadiens qui ont des ancêtres, certains d'ailleurs même des ancêtres bandéristes, ceci expliquant sûrement cela. Donc en donnant cette autorisation d'exportation d'armes létales, le Canada va plus loin dans son implication dans le conflit du Donbass, puisque je rappelle que depuis 2015, près de 200 instructeurs canadiens sont en Ukraine pour former les soldats ukrainiens pour qu'ils puissent mieux massacrer la population du Donbass. Je rappelle que l'année dernière, il y en avait 11 qui étaient repartis dans des sacs à viande, des commandos canadiens qui avaient voulu faire... des sacs mortuaires, oui. Et qui avaient voulu faire une masterclass, tu vois, une démonstration en live sur le front de comment fallait faire une opération de reconnaissance. Ça s'est mal
terminer parce que les motivations sont pas les mêmes. Hein. Il faut rappeler quand même que les gens qui sont en RPD et en RPL, c'est des gens du cru, hein. C'est des gens qui sont nés là depuis et qui ont eu des familles depuis des siècles, hein. Et qu'ils défendent leur terre, ils défendent leur famille, ils défendent la vie de leurs enfants et de leurs femmes, hein. Et que en face ils ont juste que des rétributions financières comme motivation. On va pas loin avec ça, hein. Donc la surprise. Ce qui me fait rire d'ailleurs quand des journalistes français pratiquent l'inversion accusatoire, je sais plus lequel c'est. Il y a un journaliste français qui nous a pondu un torchon là-dessus. Sébastien Gobert. Voilà, ce cher Sébastien Gobert qui nous a pondu une connerie pour dire que côté Donbass, les gens se battaient que pour le sang et pour l'argent. Non, mon gars, ça c'est chez vous. C'est de votre côté. Non. Les gens d'ici sont nés ici, ils se battent pour leur terre. Faut arrêter les conneries. Hein. La méthode Coué et la méthode façon Pravda soviétique, ça va 5 minutes, mais ça marche plus vraiment. Hein. Donc, en tout cas, cette autorisation de livraison d'armes létales, ça renforce simplement la complicité du Canada dans les crimes de guerre de l'armée ukrainienne, hein, parce que après les avoir entraînés pour mieux massacrer, maintenant ils leur fournissent carrément les moyens de le faire. Ça mêle en fait le Canada au conflit, à la guerre civile en Ukraine. Ça veut dire qu'en gros, ils cautionnent le génocide commis par l'armée ukrainienne contre la population du Donbass, qui sont officiellement complices. Ça peut coûter cher, ça, à un moment, hein. Je rappelle. Trudeau ira siéger dans l'Arena, comment il s'appelle le Donbass Arena. Voilà, le Donbass Arena, au moment où... peut-être son grand copain Poroshenko et tout ça. Voilà, ça fera une belle clique. C'est ça. Bon, donc on parlait de la Russie, de la réaction de la Russie. Donc les commentaires venus de Russie ont été immédiats pour condamner cette annonce. On a eu Franz Klitsevich, le sénateur russe, hein, qui fait souvent des déclarations sur les questions de politique étrangère, qui a déclaré que cela mêlerait le Canada au conflit dans le Donbass et que c'était un coup porté contre les accords de Minsk. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, n'a elle aussi pas mâché ses mots comme d'habitude, hein, en déclarant que les pays qui fournissent des armes létales à l'Ukraine deviennent dès lors responsables des morts qui sont dus aux armes qu'ils ont livrées, hein, ce qui est la logique même. Ces commentaires ont été rejoints par celui de Leonid Slutsky, le président du comité des affaires internationales de la Douma, qui a souligné que de telles livraisons ne feraient qu'enterrer les accords de Minsk, aggraver le conflit et augmenter le nombre de victimes parmi la population civile. En RPD, la réponse a été semblable. C'est Denis Pouchiline, le porte-parole du Parlement de la République et négociateur en chef à Minsk, qui a déclaré que la décision de livrer des armes létales à Kiev était toxique et pousserait à une nouvelle escalade du conflit. Certains de ces commentateurs craignaient que ça change la donne en termes d'équilibre des forces dans le Donbass. Pour ma part, je ne pense pas que ce sera le cas. C'est pas en leur livrant des mitraillettes que les soldats ukrainiens vont devenir meilleurs. Non. Par contre, clairement, ça sera perçu par Kiev comme un blanc-seing pour reprendre la guerre à grande échelle et enterrer définitivement les accords de Minsk, donc ce qui provoquera un bain de sang parmi la population civile. Mais bon, le Canada, ils n'ont pas été très très fut-fut quand même, parce que ils ont fait quand même plusieurs erreurs en faisant un tel pas. La première, donc comme je disais, c'est de se rendre complice officiellement des crimes de guerre de Kiev. La deuxième erreur est tactique, puisqu'en fournissant officiellement à l'Ukraine des armes létales, le Canada vient de prouver ce que la Russie dénonce depuis longtemps, à savoir l'ingérence occidentale dans ce conflit et la complicité des Occidentaux dans le massacre de la population du Donbass, et aussi le fait que les Occidentaux ne veulent absolument pas régler la guerre du Donbass de manière pacifique. On ne livre pas des armes quand on veut promouvoir la diplomatie. Ah oui. Donc là, le Canada vient d'exposer le double discours occidental concernant le Donbass. Il va désormais devenir plus difficile pour l'Occident de jouer sur la non-mise en œuvre des accords de Minsk ou la supposée aide russe à la RPD et la RPL pour justifier telle ou telle action lors des négociations internationales avec la Russie, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Même s'ils vont continuer de blablater dans les médias, comme il l'avait fait par exemple après la guerre en Ossétie du Sud en 2008, en vrai à l'époque il n'avait pu prendre aucune mesure contre la Russie, puisque il n'y avait
la Géorgie avait plus qu'ouvertement elle-même déclenché les hostilités. Et donc il était impossible. En assassinant qu'on s'appelle des soldats pour la paix russes. Des casques bleus russes et des civils, énormément de civils à Tsilvali. Donc c'est clair que là ils viennent de faire une erreur stratégique énorme, parce que là ils viennent de donner une carte favorable à la Russie, qui pourra rappeler l'implication officielle du Canada dans le massacre de la population civile du Donbass de manière factuelle et prouvée, puisque c'est officiel. Mais bon, que ces livraisons aient finalement lieu ou non, parce qu'elles sont autorisées, mais pour l'instant il n'y en a pas encore eu, c'est déjà trop tard, puisque le feu vert a été donc là donné par l'Occident à Kiev, et donc je pense qu'au mois de janvier, il va falloir s'attendre à ce que la guerre reparte de plus belle dans le Donbass. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être une corrélation directe avec le vote à la Rada de cette fameuse loi de récupération du Donbass. De réintégration du Donbass, c'est effectivement fortement possible. Si on regarde la situation générale en Ukraine, on va reparler du vaudeville judiciaire qui se déroule à Kiev, puisqu'après une première tentative d'arrestation ratée à son domicile, on en avait parlé la semaine dernière, puis une autre le lendemain dans le campement de tentes situé devant la Rada, où la police n'y a pas été de main morte, ils ont fait plus d'une dizaine de blessés parmi les manifestants. Donc ils avaient enfin réussi à arrêter Saakashvili la semaine dernière. Notre ami Sakavis. Voilà. Il s'était immédiatement mis en grève de la faim pour protester, parce qu'il disait que c'était la répression politique. Dans un discours qui tenait plus du cirque qu'autre chose, Saakashvili avait même déclaré qu'il était un prisonnier de guerre de l'oligarchie ukrainienne et de Poutine. Bon, accusant ainsi de manière indirecte Poroshenko d'être un agent du Kremlin. Bon, ça fait office de réponse aux autorités ukrainiennes qui accusent Saakashvili d'être financé par Yanukovych et donc par la Russie. C'est celui qui accusera l'autre. De toute façon, il y en a un qui ment dans cette affaire. De toute façon, il y en a un qui ment dans cette affaire, c'est sûr, quoi. Voire même les deux, je veux pas être méchante. Au minimum un. Au minimum un, voilà. Bon, heureusement pour eux que le ridicule ne tue pas. Bon, après un week-end en détention préventive, lundi, ça a été assez long. On a eu le verdict publié dans la presse que vraiment tard lundi. Bon, faut dire que je pense qu'ils avaient un peu de mal à digérer le choc, puisque tout le château de cartes du procureur général ukrainien s'est effondré. Donc la cour, qui devait normalement ordonner contre Saakashvili une mesure de placement en résidence surveillée avec bracelet électronique, l'a purement et simplement libéré sous caution grâce à plusieurs députés de la Rada, qui se sont portés garants pour lui à l'initiative de cette chère Yulia Tymoshenko, Blondie comme je la surnomme. Voilà, à la sortie du tribunal, Saakashvili a loué le courage de la juge, qui a été à l'encontre du réquisitoire du procureur, a déclaré que le système des autorités actuelles s'effondrait. Il n'aurait pas pu mieux dire. Bon, c'est une véritable débandade publique. Là, je veux dire, c'est la honte quand même. C'est quand même la honte pour les autorités de Kiev. Bon, là, il déprime un peu après ça. Bon, entre autres, Lutsenko, le procureur général ukrainien, qui pense que le dossier est complètement fichu à cause de sa politisation. Il a dénoncé une énorme pression qui lui a été imposée tout au long de la semaine pour lui faire fermer les yeux sur ce que fait Saakashvili. Il a ensuite poursuivi en disant qu'un État qui ne sait pas se défendre contre les complots du FSB et le gang de Yanukovych est voué à l'effondrement. Bon, sauf qu'au vu des pressions exercées sur Lutsenko, de la justice en général, et le fait que Saakashvili soit venu des États-Unis en Pologne, puis de Pologne en Ukraine, sans trop de problèmes, en étant soi-disant apatride, c'est clairement pas le FSB qui est à la manœuvre, mais la CIA, je le rappelle, employeur historique de ce cher Saakavis. Donc si l'argument est mauvais, la conclusion des deux protagonistes de ce vaudeville judiciaire est malheureusement juste, puisque ce fiasco judiciaire montre clairement que les autorités ukrainiennes ne détiennent plus de pouvoir réel sur le pays et que ce dernier est condamné, parce que bon, quand t'es dans l'impossibilité d'arrêter de mettre en taule un homme qui est loin de se cacher, je veux dire, c'est pas Ivan Colonna, le gars, il n'était pas caché dans le maquis corse, il était en face de la Rada, en train de participer à des manifestations, organiser des meetings, donner des interviews, il s'est même pointé à la télé, je veux dire, c'est pas vraiment discret quand même, Non, pas vraiment. Donc le mec fait pas mystère de ses intentions, à savoir renverser Poroshenko, c'est le président quand même du pays. Bon, si un pays est pas fichu d'arrêter et de mettre en tôle ce mec-là, c'est que le pays il est au bord d'effondrement total. Faut quand même dire les choses comme elles sont et appeler un chat un chat.
C'est pas bon signe du tout pour Poroshenko, ça. Non, c'est pas bon signe du tout. Parce que bon, le système judiciaire est censé, avec la police, être le garant du maintien de l'ordre dans le pays. Donc, si ce système est ouvertement, publiquement et officiellement incapable d'assurer sa fonction, ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus d'ordre dans le pays et que le gouvernement ukrainien ne dirige et ne contrôle absolument plus rien. Ouais. Donc, comme je le craignais, on voit bien dans ce vaudeville judiciaire que Saakashvili est soutenu par les néocons américains qui détiennent les véritables leviers du pouvoir en Ukraine depuis le dernier Maïdan. Poroshenko, du haut de son titre de président, en réalité, il préside rien du tout. Il n'a même pas le pouvoir de se protéger contre un nouveau coup d'État, contre un Maïdan 3.0. Donc, en fait, en cherchant à prendre le contrôle du pays, les néocons et la CIA ont en fait privé l'Ukraine d'une structure étatique capable de maintenir l'intégrité du pays. Donc, je pense que ce qui attend l'Ukraine, ça va être le chaos et le démantèlement, parce que... Poroshenko aurait tort de s'acharner à son poste, c'est-à-dire que moi, à sa place, je prendrais mes clics et mes claques et je partirais au plus vite dans un pays loin. Un peu moins dangereux. Donc ça. On va voir si ce Maïdan 3.0 aboutit ou pas, mais la seule chose que ça changera, de toute façon, c'est la façon dont cet effondrement total de l'Ukraine aura lieu. On a vraiment l'impression, en regardant le pays, que c'est devenu un radeau de la Méduse qui dérive sans gouvernail au gré des courants et qui a toutes les chances d'aller s'écraser sur les récifs. Voilà. Donc que ce Maïdan échoue ou réussisse, je crains malheureusement que la course folle de l'Ukraine vers les abysses ne puisse plus être arrêtée. Et je pense que le cas de Saakashvili a quand même été extrêmement révélateur de ce point de vue. On voit vraiment une incapacité totale des autorités du pays à faire simplement arrêter un mec qui te parle de faire un coup d'État. On voit que c'est l'anglais qui tire les ficelles. Non, mais c'est là, tu vois vraiment que Poroshenko, il dirige plus rien. D'ailleurs, en termes de, grosse claque pour Poroshenko, s'en est pris une deuxième, puisqu'on avait parlé de la fameuse loi sur l'enseignement, qui était très très controversée, puisqu'elle contenait un article sur la langue d'enseignement qui essayait de faire passer l'ukrainien de force, sauf que vu toutes les minorités ethniques qu'il y a en Ukraine et qui jusqu'ici recevaient un enseignement dans leur langue maternelle, ça avait quand même soulevé un sacré tollé, entre autres chez ses voisins, et pas seulement la Russie. On avait parlé entre autres de la Hongrie, mais la Roumanie était pas mal énervée aussi. Donc Kiev avait envoyé, histoire d'essayer de faire genre d'apaiser un peu tout le monde, son texte de loi, une fois voté, à la commission de Venise pour consultation. Donc commission de Venise qui est une commission européenne, de l'Union européenne, qui statue sur tous ces trucs en termes de droits de l'homme, de discrimination, de choses comme ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la commission, elle a été très critique vis-à-vis de cet article sur la langue d'enseignement, et elle a recommandé à Kiev de revoir sa copie afin d'éviter que la loi ne soit trop discriminatoire. Alors c'est rigolo d'ailleurs, parce que la façon dont l'avis de la commission est rendu dans les médias ukrainiens, c'est très très drôle. Tu te demandes s'ils ont vraiment lu le document, parce qu'en fait ils sont là, non, ils rétoquent pas du tout notre loi. Non mais si, ils vous disent que c'est de la merde, faut revoir votre copie. C'est le déni. On appelle ça du déni. Non mais complet là, c'est magistral, puisque dans l'extrait du rapport qui avait été publié, il a été quand même indiqué que l'article numéro 7 de cette loi concernant les langues des minorités ethniques est déjà très différente du projet qui avait été discuté avec ces mêmes minorités, donc déjà ça part mal. Ensuite, ils ont souligné le côté discriminatoire d'un des points de cet article 7 concernant la différence de traitement entre les langues officielles de l'Union européenne comme le hongrois, le roumain, le bulgare ou le polonais et celles qui ne le sont pas comme le russe, puisque l'article 7 contenait une disposition qui permettait d'enseigner certaines matières dans les langues de l'UE, donc une mesure que je pense que Kiev avait prise pour essayer de calmer un petit peu ses voisins européens, dont la Hongrie qui était prêt à mettre des gros bâtons dans les roues, mais ils n'avaient rien prévu de tel pour le russe. Alors que la commission de Venise a quand même rappelé que c'est la langue non officielle la plus parlée en Ukraine, ce qui était un non-sens complet, et qui rendait l'article complètement discriminatoire. Je cite d'ailleurs leur rapport, « Une attitude moins favorable envers ces langues est difficile à justifier de quelque manière que ce soit, et par conséquent cela soulève le problème de la discrimination. La décision adéquate sera de modifier l'article 7 et de remplacer cette disposition par une autre plus équilibrée. »
La commission a aussi exprimé des craintes concernant la date de mise en application de la loi. Ils voulaient l'appliquer dès 2018. Ils ont dit que c'était vraiment trop proche et que ça allait être impossible d'adapter l'enseignement en un temps aussi court pour un changement aussi radical. Donc en résumant, on va dire sa position, la commission de Venise a recommandé aux autorités ukrainiennes d'assurer un niveau approprié d'enseignement dans les langues officielles de l'UE pour les minorités qui les parlent et de fournir un quota d'éducation suffisant dans les langues des minorités dans les niveaux primaires et secondaires d'éducation, en plus de l'enseignement dans la langue officielle qui est l'ukrainien, afin d'améliorer la qualité de la langue ukrainienne comme langue officielle. Elle a surtout souligné qu'il est important que la mise en œuvre de cette loi ne mette pas en danger l'héritage culturel des minorités vivant en Ukraine. Le premier à réagir, c'était le ministre des Affaires étrangères roumain, Teodor Viorel Meleșanu, qui a bien entendu s'est félicité de cette décision, qui a rejoint les conclusions que la Roumanie avait faites sur les conséquences négatives de cet article 7 pour les minorités ethniques en Ukraine, et a insisté pour que la loi soit modifiée pour respecter pleinement les recommandations de la Commission. Il a aussi rappelé que tout projet législatif en Ukraine dans le domaine de l'éducation devait se faire en concertation avec la minorité roumaine du pays. Bien entendu, son homologue hongrois, Peter Szijjártó, a lui aussi souligné la victoire importante que représentait l'avis de la Commission de Venise, puisque ce rapport répond totalement aux attentes de la Hongrie sur ce sujet. Il avait rappelé l'Ukraine à mener un réel dialogue avec les minorités ethniques du pays et à pleinement mettre en œuvre les recommandations de la Commission de Venise. La Russie, bien entendu, a commenté par après dans le même sens, en disant que la Commission de Venise avait tout simplement reconnu que ce qu'ils avaient dénoncé comme étant de la discrimination en était bien. Bon, on va savoir maintenant si l'Ukraine va se plier à l'injonction de l'instance européenne ou non, mais en tout cas, cet avis est un camouflet pour Kiev, qui avait clamé sur tous les toits que ça doit respecter les standards européens. Comme on peut le voir, il n'en est rien, et l'accusation de discrimination portée par les voisins de l'Ukraine ont été validées par une instance qui va être assez difficile pour Kiev de qualifier de pro-russe ou d'agent du Kremlin. Oui, ça fait aucun doute, oui. Là, ça va être un peu compliqué, quand même, juste un peu. Alors, Poroshenko toujours, parce que là, il nous a fait à mon avis, il nous a fait une petite descente aux enfers, là, après... Oui, le moral a dû être un petit peu dans les chaussettes, là, après, oui. Voilà. Et puis, à mon avis, il devait l'avoir dans les chaussettes depuis un petit moment, mais bon, là, il va pas être beaucoup mieux après ça. Donc, puisque c'est pendant ce temps-là à Kiev, donc on retrouve notre clown attitré favori, Poroshenko. Le clown en chef. Le clown en chef. Il a dû abuser de ses chocolats magiques, je pense. Oui. Il a vraiment dû nous faire une overdose, c'est pas possible. Parce que lors d'un discours, en fait, consacré à la journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre, Poroshenko a... Accrochez-vous, Non mais j'espère que tous nos auditeurs sont assis. Il a remercié les Criméens et les habitants du Donbass pour leur foi inébranlable en l'Ukraine. Ah oui. Il mérite son titre de chef des clowns, ça y a aucun doute. Et comment te dire pour qui? Je vais déjà citer ce qu'un parlementaire criméen a répondu. Pour faire court, il a déclaré que la seule chose pour laquelle la péninsule criméenne pouvait remercier Poroshenko, c'était de n'avoir aucun rapport avec ce pays qu'est l'Ukraine. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce cher Vladislav Ganjara, qui est député au Parlement de la République de Crimée, qui a commenté de la façon suivante. Avec cette déclaration, le président ukrainien Piotr Poroshenko ne peut compter sur la reconnaissance des Criméens et des habitants du sud-est de l'Ukraine que dans ses fantaisies maladives. Il n'y a pas de quoi nous remercier, nous, et surtout les habitants de l'RPD et de l'RPL, contre qui le régime de Kiev a déclenché une guerre. La seule chose pour laquelle nous pouvons remercier aujourd'hui Poroshenko, c'est de n'avoir aucun rapport avec ce pays. Il a d'ailleurs ajouté que les spéculations des autorités ukrainiennes au sujet de l'appartenance de la Crimée ne font qu'irriter les habitants de la péninsule. Oui. En ce qui concerne cette rhétorique en Crimée, quand nous entendons des déclarations semblables, elles ne provoquent que l'irritation. Plus rien ne nous lie aujourd'hui à cet État. Mais des gens comme le président ukrainien et d'autres représentants des autorités ukrainiennes continuent de citer la Crimée dans leurs déclarations creuses et insignifiantes. Alors bon, lui, il a parlé surtout pour la Crimée. Il a un petit peu quand même parlé de nous. Je vais confirmer, parce que bon... il n'y a encore personne chez nous qui a commenté ce monceau de débilité. Je pense
Je pense que Zakharchenko en a ras-le-bol de commenter des âneries pareilles. Donc je vais me permettre de le faire, hein, en tant que journaliste d'une agence officielle. Moi non plus, je vois pas en fait de quoi on pourrait vous remercier. Hein, donc je m'adresse à ce cher Poroshenko. La seule chose dont on pourrait vous remercier, c'est les bombes que vous nous envoyez sur la gueule. Et la forme que ce remerciement pourrait prendre, ce serait de vous les renvoyer dans la tronche. Donc, non mais gardez vos déclarations débiles pour vous, s'il vous plaît. Vos chocolats magiques aussi. Et si vous pouviez arrêter de faire des déclarations dignes d'un fou échappé de l'asile psychiatrique, ça serait gentil. Parce que quand on lit des trucs comme ça, franchement, faut être bien assis pour pas tomber par terre. Parce que, franchement, c'est d'un cynisme. C'est gerbatoire. Non, franchement, c'est à vomir. Non, mais allô, notre foi inébranlable en Ukraine. Non, on n'a aucune foi inébranlable en Ukraine. Hein. La RPD et la RPL ont une foi inébranlable en elles-mêmes et elles ont foi en rien concernant l'Ukraine et elles ont surtout pas envie d'y retourner. Donc, et la Crimée encore moins. Hein, la Crimée qui peut voir à travers le Donbass quel aurait été son sort si elle n'avait pas rejoint la Russie. Non, on n'a aucune foi inébranlable en Ukraine. Je sais bien que c'est la destination du marché interne en termes de propagande et que plus c'est gros, plus ça place. Mais là, comment dire, là, vous essayez de faire passer un anaconda dans un tuyau de... Enfin, dans le chat d'une aiguille. Dans le chat d'une aiguille, là, c'est pas possible. Là. Enfin, je veux dire, non. Mais il n'est pas à ce point-là stupide de croire que même à l'intérieur, on gobe ses conneries quand même. Je sais pas. Ou alors, il a vraiment abusé des chocolats magiques à la sortie de la ligne de fabrication. Hein. Il a voulu les goûter pour savoir quel goût ça avait, et puis en fait, il y a pris goût. Il a dévoré la boîte, je sais pas, mais enfin là, faut oser quand même. Hein. Parce que remercier les Criméens et les habitants de Donbass pour leur foi inébranlable en Ukraine, non, on a une foi inébranlable en notre victoire. C'est la seule chose dans laquelle on a une foi inébranlable, surtout pas en Ukraine. Donc voilà, ça c'est la situation, j'ai pas tout abordé. J'ai eu des nouvelles de Daria Mastikacheva, donc elle a quitté l'hôpital psychiatrique, elle a été ramenée en prison. On essaye actuellement, son compagnon, et je soutiens cette démarche, on essaye de faire en sorte, je vais appuyer pour ça, pour qu'elle soit placée sur la liste des personnes qui doivent être échangées d'ici la fin de l'année. Ah oui. Donc les prisonniers qui doivent être échangés avec la RPD et la RPL. Pour l'instant, l'échange est mal parti. C'est malheureusement ce que je craignais à la dernière minute. L'Ukraine est en train de saboter cet échange. Les autorités de la RPD essayent de faire en sorte qu'il ait lieu avant le 25 décembre. Donc je vais refaire un article sur Daria très très vite avec un appel aux gens. Vraiment, écrivez à vos députés européens, aux commissaires européens pour que l'UE fasse pression sur Kiev afin qu'ils incluent Daria dans la liste des prisonniers à échanger d'ici la fin de l'année avec les deux républiques populaires. Ça permettrait qu'on la récupérerait ici à Donetsk, qu'elle pourrait ensuite rejoindre la Russie et retrouver son compagnon saine et sauve. Donc vraiment, bougez-vous, je vous en supplie. On a une petite chance d'arriver à la sortir de là, il faut la saisir. Donc vraiment, faut la jouer, en tout cas en espérant qu'on arrive à mener cet échange de prisonniers au format tous contre tous. Donc voilà. Pour le reste, j'espère que donc ça devrait rester relativement calme jusqu'à la fin de l'année, parce que là, avec les fêtes, etc., ils vont avoir du mal à mobiliser leurs soldats pour des attaques de grande envergure. Ça va être ingérable. Donc, je pense que ça risque de se réchauffer au mois de janvier. Et donc là, la situation sera surveillée d'un peu plus près. Mais je pense que là, on a échappé... grâce à l'incompétence de l'armée ukrainienne, on a échappé pour l'instant au risque d'une grande offensive avant la fin de l'année. Donc voilà. L'agenda belliqueux de Kiev est un petit peu déterminé par le vote de cette loi sur le rattachement du Donbass. Sur la réintégration du Donbass. Donc là aussi, situation à surveiller. On en parlera lors du prochain CITREP en fonction de ce qu'il y aura, si la loi a été votée ou pas. Mais clairement, si elle est votée,
entre ça et l'autorisation du Canada de livrer des armes létales à l'Ukraine, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de questions à se poser sur la suite des événements. Ouais, la seule question, ce sera quand et comment. C'est ça. Et assez rapidement, à mon avis, puisque l'hiver était déjà lourdement compromis vis-à-vis de la quantité d'énergie disponible. Charbon, des stocks de charbon de l'Ukraine. Donc, ouais, je pense que janvier, ça risque d'être un mois assez chaud. Je rappelle que comme l'an passé, nous allons faire une tournée de distribution de petits paquets de friandises pour les enfants pour la nouvelle année. Donc, s'il y en a qui veulent participer à ça, qui me contactent par email. Donc, on a déjà reçu des fonds. On n'a pas assez pour faire tous les enfants qu'on aimerait pouvoir faire. Donc, s'il y en a qui veulent compléter, n'hésitez surtout pas. Voilà. Ben, merci à eux en tout cas, s'ils veulent se mobiliser, parce qu'effectivement, mine de rien, un gamin qui est systématiquement sous les bombes, pas toujours, mais qui entend bombarder, il est en tension en permanence. Et c'est un petit bonheur que de recevoir même quelques friandises, parce que c'est un peu de l'amour, quoi. C'est un peu de lui dire, écoute mon gamin, on sait ce que tu vis, mais voilà, on est avec toi. Le but, c'est essayer de leur rendre quand même un minimum... qu'ils aient la joie de goûter de nouveau à une vie d'enfant normale, même si c'est pour quelques instants. Ouais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à contacter moi pour ceux qui le veulent. Et je te dis à la semaine prochaine pour le 70e C-Trep. Oui, le 70e. Merci Christelle. Merci. De rien. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.